Bonjour à toutes et à tous. Voilà encore une fois, on va se voir pour compléter le cours que nous avons entamé euh, la semaine dernière. Peut-être avant de commencer cette séance, on essaie de faire un petit rappel rapide sur certaines notions que nous avons vues lors de la première séance. On parle bien évidemment du formalisme réseau de Petrie. Et nous avons vu qu'il s'agit d'un formalisme graphique, mais qu'on peut bien sûr rendre mathématique. On peut formaliser l'approche mathématique de cette approche. Donc, en tout cas, c'est un formalisme graphique représenté par des places et par des transitions et sont reliés par des arcs orientés sur lesquels nous avons parlé de la notion de poids. Ensuite, nous avons vu une autre notion qui est le franchissement d'une transition. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de franchissement de transition, on parle de consommation de jetons dans des places entrantes, puis bien évidemment production de jetons dans des places sortantes. Ensuite, on a parlé de la notion de la pré-condition de franchissement et la post-condition de franchissement. Ce sont des fonctions qu'on les appelait fonctions d'incidence avant et fonctions d'incidence arrière. Ensuite, on peut aussi rappeler la notion de la représentation matricielle, d'accord? En utilisant ces mêmes fonctions, et on va voir plus tard l'utilité de cette représentation, bien sûr, au niveau d'analyse. Il y a la notion aussi de marquage, qui représente une notion fondamentale et essentielle pour l'analyse et bien sûr l'étude des propriétés structurelles du réseau de Petrie. Ce marquage, nous avons vu qu'on peut le représenter par un vecteur. Aussi, nous avons vu, si je me trompe, la validation de transition. Donc ça aussi, c'est une notion qui sont les conditions pour que la transition soit validée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le rappel rapidement. Donc tout de suite, on va entamer cette séance. On va travailler sur la méthodologie de modélisation. Donc, on essaie de rappeler comment on peut, à partir d'un cahier de charges donné, bien évidemment, on essaie de modéliser notre système, processus, notre système qui peut être soit physique, soit dans le domaine de production, etc., etc. Ok, la méthodologie est synthétisée comme suit. On est en moins sur 5 étapes essentielles. D'abord, il faut identifier les activités et les ressources demandées par la production d'un exemplaire de chaque produit. Ça, c'est la première étape, c'est l'identification des activités et des ressources. Ensuite, il faut établir un ordre sur les activités. Comme j'ai dit, il s'agit d'un cahier de charge. L'ingénieur d'application qui va imaginer ce qu'il veut faire comme production, comme activité. Et donc, on a un ordre à choisir, parfois à imposer, sachant qu'on a en général plusieurs possibilités, mais à un moment donné, il faut trancher. Troisième étape pour cette méthodologie, c'est que pour chaque activité, on va créer une place pour représenter l'état de cette activité. D'accord? Ensuite, ajouter une transition qui représente le début de l'activité et une autre transition de sortie qui représente la fin de l'activité. Ces trois sous-étapes représentent l'activité. Donc, vous avez la place qui représente l'activité. Ensuite, on va mettre une transition en amont et une transition en aval. Et ces deux transitions représentent le début de l'activité et la fin de l'activité.
Donc, en général, la transition qui représente la fin de l'activité représente aussi le début de l'activité prochaine, ce qui est tout à fait logique. Vous avez une place, transition. Donc, effectivement, la transition au niveau de la sortie de la première place représente effectivement la transition d'entrée, la transition entrante par rapport à la place suivante. La quatrième étape, c'est vraiment intéressant. Il faut faire attention puisqu'on parle des ressources dans ce cas-là. Donc, on va créer une place pour chaque ressource qui doit être disponible pour commencer l'activité. Ça, c'est une condition de disponibilité. Puis relier cette place par des actes à la transition qui représente le début de l'activité et créer des actes de sortie pour relier la transition modélisant les ressources de sortie à rendre des ressources disponibles. Donc, vous avez des places relatives aux activités et des places relatives aux ressources. Et enfin, il faut spécifier le marquage initial du système. On a parlé déjà d'un marquage et on a parlé d'un marquage initial. C'est l'état initial à partir duquel le système commence à fonctionner. Et en général, lorsqu'on fait un cycle, donc logiquement, on doit retourner à notre état initial. On parle d'un état cyclique. En tout cas, on va voir ces notions et les différentes possibilités au fur et à mesure et en progressant bien évidemment dans ce cours. Alors ici, vous avez un exemple classique mais intéressant pour les étudiants en génie industriel et en génie mécanique. Et bien évidemment, c'est un exemple qui est vraiment purement productique, donc de la production. Donc on parle d'un système de production. Donc après, on verra que peu importe le produit qu'on est en train de produire dans une telle chaîne ou une autre, la logique reste presque la même. Après, selon les ressources que nous avons, les robots, etc., et on verra ce que chaque robot, comment le spécifier. Donc ça, je pense qu'il y a un cours de la robotique que vous pouvez bien sûr aller voir pour approfondir vos connaissances par rapport à cela. Donc, nous considérons un simple système de production composé de deux machines. Donc, vous avez une machine M1 et une deuxième M2. Puis, vous avez un robot qui représente une ressource commune aux deux machines. Donc, ça veut dire, lui, il va nous permettre de servir, si vous voulez dire, la machine 1 et la machine 2. Et donc, il permettra de charger, de décharger les machines dans le cas de notre exemple. Donc, l'objectif, il va charger, décharger les machines. Bien sûr, via, on va dire, une partie où on stocke le produit en question. Donc, vous avez le système produit de pièces A et B. La pièce A est fabriquée donc par M1 et la pièce B est fabriquée par M2. Sans qu'il n'y ait de relation antérieure entre elles. Donc, certaines indépendances en gros. Donc, vous avez les activités qu'il faut identifier, c'est bien le chargement et le déchargement, et la fabrication des pièces par les machines. Donc, voilà les activités qu'il faut représenter, souvenez-vous, d'après la méthodologie, donc par des places. Puis vous avez des ressources aussi qu'il faut représenter par des places. Et en gros, pour chaque activité, par exemple, pour le chargement, on a une transition entrante et une transition sortante. Pareil pour l'activité de déchargement avec une place entrante, une transition entrante et une transition sortante. Bien sûr, avec la place représente cette activité de déchargement. Et la même chose pour la fabrication. Des ressources, pareil. Pour les ressources, donc, nous avons les machines, nous avons le robot et nous avons les pièces A et B. Et donc, nous avons vu que pour les ressources, il faut qu'il y ait cette disponibilité. Donc, si on a une machine qui n'est pas disponible, on ne peut pas justement faire la production et le système va peut-être s'arrêter. La même chose, la disponibilité du robot ou bien évidemment la disponibilité carrément de la pièce sur laquelle on veut faire un traitement donné ou bien sûr faire une valeur ajoutée.
Donc, ça veut dire que la pièce, au début, a un certain état. Une fois qu'on commence à le traiter, à le modifier, à ce que vous voulez, à remplir, donc selon l'application, ben, à la fin, on aura donc euh, une pièce avec une valeur ajoutée, tout simplement. Donc ici, juste l'ordre sur les activités qu'il faut définir. Donc, par exemple, je prends la pièce A. Donc, nous avons le chargement de pièce A sur M1 par le robot. Puis, nous avons la fabrication de A sur M1. Et la troisième activité, relative bien sûr à la chaîne, on va dire A, c'est le déchargement de A par le robot B. Et donc ici, on ne va pas faire la redondance, c'est la même chose pour B. Donc, ça veut dire que nous avons pour la pièce B, on va charger la pièce A sur la pièce B, cette fois sur M2, par le robot. Donc ça veut dire le même robot, puisqu'il s'agit d'une ressource commune entre les deux machines. Puis après, on va fabriquer B sur M2 et on va décharger B par le même robot R. Donc, la première étape qu'il faut faire, donc d'abord, on a en gros deux chaînes, si vous voulez dire, et on va définir nos activités, donc l'activité chargement de A avec son entrée et sa sortie. La même chose pour la fabrication de A avec une entrée, une sortie. Donc ici, comme on remarque, la sortie T2 de, de, de l'activité chargement A représente aussi une entrée de l'activité fabrication de A. La même chose, sa sortie représente une entrée pour le déchargement de A, ainsi de suite. Donc, ce que nous avons fait pour cette activité, donc on peut le faire pour d'autres activités. Donc, maintenant, ce qu'il faut rajouter, vous avez bien compris, c'est le robot comme étant une ressource commune qui va permettre à la fois de charger à ce niveau-là et à ce niveau-là, décharger à ce niveau-là et à ce niveau-là, bien sûr, pour permettre de le mettre aux bonnes positions. Aussi, nous avons besoin de la disponibilité de la machine, donc il faut rajouter une autre place relative à la disponibilité de la machine, mais aussi la disponibilité des produits. Produit A, produit B. Donc, place ici relative à la disponibilité de la machine M1 et le produit A, ici, une disponibilité, donc une place relative à la disponibilité de la machine M2 et le produit B2. Donc, on va rajouter en gros, donc avant de mettre la solution, une place ici comme pour le robot, deux places à ce niveau-là et deux places à ce niveau-là. Ces deux places représentent la disponibilité du produit et la disponibilité de la machine. Donc voilà ce que ça donne finalement votre modèle, si vous voulez dire, votre représentation graphique relative à ce système de production. Donc, nous avons rajouté, comme je dis ici, une place qui parle de l'activité de votre robot, qui est une ressource commune. Donc, il va charger ici, donc charger, décharger. La même chose ici, donc l'activité de chargement ici, donc il va charger, décharger. Pareil, il va charger, décharger. Donc ici, vous voyez, ici, donc vous avez la disponibilité du produit B, mais aussi on doit avoir la disponibilité de la machine. Ce que nous avons fait ici, c'est exactement ce que nous avons fait ici. Donc finalement, il faut juste donner un peu de temps pour votre partie modélisation, c'est de la conception finalement, et c'est là où on a vraiment beaucoup de temps à faire. Après, ce qui va rester, c'est tout simplement le côté programmation en utilisant un langage justement qui permet de traduire ce modèle, puis implémentation définitive dans un calculateur. Je vais essayer maintenant de vous montrer sur le même exemple comment on peut modéliser autrement si jamais au niveau de votre
cahier de charge et une modification. Donc là, pour le premier cas, on a vu qu'il y a quelque chose en commun. On avait le côté parallélisme, ça veut dire que la production se fait sur deux chaînes de production de façon parallèle. Maintenant, on va voir peut-être le même problème, mais autrement, avec une modélisation différente. Donc, on vous demande de modéliser par un réseau de Petri le système de production décrit ci-dessous. Donc, vous avez ici un autre cahier de charge modifié, vous allez voir que ça a changé. Donc, le système est composé de deux machines différentes, d'un robot, d'une aire de stockage, et vous avez chaque pièce provenant de stock est traitée par la machine 1, puis par la machine M2 pour fabriquer un produit final. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce paragraphe, c'est que il y a le mot puis. Puis, ça veut dire de suite, une fois le produit est traité par M1, il va être traité par M2. D'accord? Pour arriver à un produit final. Donc, le robot est utilisé pour décharger les deux machines, d'accord? Décharger, pas pour charger. L'aire de stock est utilisée pour emmagasiner les pièces intermédiaires. Donc, vous avez euh, l'aire de stock qu'il faut prendre en considération, qui va magasiner les pièces intermédiaires, et vous avez les deux machines s'autochargent à partir de stock d'entrée. Donc, chaque mot a une signification, s'autocharge, donc il n'y a pas un robot qui va le charger, mais tout de suite, on va supposer que derrière, il y a un tapis roulant qui emmène ces produits et qui va charger ces machines. Donc, à partir en général d'un stock d'entrée et de l'aire de stockage intermédiaire, ce qui est au milieu entre les deux machines, respectivement. Donc, une machine qui a déjà entamé un travail ne peut pas être interrompue jusqu'à ce que ce travail soit achevé. Donc, on ne peut pas arrêter la machine qui a déjà entamé un travail, donc on doit attendre à ce que le travail soit fini. Voilà, donc un modèle possible relatif à ce cahier de charge peut être donné comme suit. Donc, vous avez, donc on voit les ressources, donc vous avez la machine M1 qui doit être disponible, pareil M2. La remarque, c'est qu'on n'a pas mis les deux machines en parallèle, mais en série. Donc, ça veut dire, une fois la machine M1 traite le produit, tout de suite, ce produit va rentrer pour qu'il soit traité dans la machine M2. Donc, bien sûr, ici, on a une autre peut-être industrie. Ça peut être l'industrie automobile, par exemple, pour le montage d'un moteur, puis après le tableau de bord, etc. Donc, on fait un premier traitement, puis un deuxième traitement sur une autre machine spécifiée à ce qu'on cherche. Peut-être le deuxième modèle relatif à la production série, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine du boisson, par exemple, le remplissage des bouteilles, par exemple, d'un produit donné. Ça peut être du boisson gazeuse, boisson alcoolique, boisson donc, multivitaminée, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on a une production en série, donc on utilise plusieurs chaînes de production. Ici, puisqu'il y a une certaine complémentarité, on peut parler d'une production série, n'est pas parallèle. Et donc, il y a un premier traitement qui se fait sur le produit en question, puis un deuxième, puis un troisième. Peut-être on va remplir une bouteille par exemple, un jus d'orange. Puis après, deuxième, on va rajouter un jus de fraise. Je sais pas, mais bon, donc l'essentiel, c'est que vous avez pas mal de possibilités. Je donnais l'exemple de fabrication automobile, mais ça peut être autre chose. L'essentiel, c'est que selon, bien évidemment, le cahier de charge, on peut justement avoir un modèle compatible à ce que le client, finalement, cherche à partir de ce qu'il veut faire comme application.
Donc ici, vous avez la disponibilité des pièces à partir d'une aire de stockage. Puis après, ici, vous avez ici l'aire de stockage intermédiaire, d'accord? Oui, puis ici, le robot, son objectif, c'est vraiment de faire le déchargement. On n'a pas parlé de chargement, donc le robot n'intervient pas au niveau du chargement, puisque le chargement se fait de façon, on va dire, automatique, directe. Ce qui a un système d'alimentation juste derrière cette aire de stockage. D'accord? Donc, si vous identifiez, vous avez l'activité chargement, l'activité production, l'activité déchargement, la même chose pour la deuxième machine, chargement, production, ce que vous voulez, fabrication, puis après déchargement. Ici, on peut dire qu'il s'agit d'une zone où le produit fini arrive. Bien sûr, lorsqu'on est dans une industrie de production, manufacturière, ce que vous voulez, ben justement, il y a juste derrière la partie logistique. Donc, soit on va charger les produits qui sont peut-être finis pour qu'ils soient donc emballés puis partir pour on va dire l'exportation, soit ils vont bien évidemment soit traités, ils vont être traités dans une autre chaîne. Et donc, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a notre robot qui va prendre ces produits pour les mettre dans d'autres machines pour qu'ils soient encore retraités. Et après, on peut toujours améliorer le cahier de charge en disant, par exemple, ici, il y a un système de supervision qui va superviser, par exemple, la qualité de votre produit. Si c'est bon, donc avec un algorithme, vous connaissez cette programmation parfois plus simple que ce qu'on imagine, un produit ici sous forme automate qui permet de superviser ces produits-là, des caméras avec un algorithme intégré. Si c'est de la bonne qualité, donc il continue son chemin. Si ce n'est pas de la bonne qualité, ben, tout de suite, on va retourner. Soit peut-être le problème se pose à ce niveau-là, peut-être à ce niveau-là, et selon, par exemple, ici, la chaîne de production, si on a une chaîne de production de quelques mètres, donc un autre robot peut-être peut s'installer à ce niveau-là, et donc il va mettre la pièce là où il le faut. Sinon, si on est vraiment dans une entreprise où vraiment ça demande des centaines de mètres pour aller de ce point à, par exemple, à ce point pour refaire le traitement, ben, peut-être l'utilisation des robots plutôt des robots mobiles, des robots autonomes, peut régler ce problème de logistique interne de votre entreprise. Ok, donc on va maintenant voir la notion de réseau de Petri autonome et non autonome. Donc autonome, c'est question d'indépendance. Non autonome, c'est question de dépendance. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc vous avez un réseau de Petri autonome décrit le fonctionnement d'un système de façon autonome, c'est-à-dire dans l'évolution érigée par ses propres lois. Les instants de franchissement ne sont pas connus ou pas indiqués. Donc ici, je donne un exemple de classique aussi, c'est des 4 saisons. Donc en passant d'une saison à une autre. Donc P1, si vous supposez l'été, donc après vous passez vers l'automne, l'hiver, printemps et ça tourne. Donc on va dire à partir du 3e mois, donc on franchit cette transition, et à partir du 6e mois, on va franchir cette transition, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fait le tour des 12 mois de l'année. Je ne sais pas si c'est clair, mais peut-être si on essaie de donner un exemple parfois physique, pas seulement comme celui-là macroscopique. Si je prends l'exemple de la diode, donc tout le monde sait c'est quoi une diode. On sait que, le cas diode simple, hein, donc, vous avez, il doit,
qui régit ce système simple. Ça veut dire que nous avons une certaine seuil à partir duquel le courant, ou l'intensité de courant, peut passer ou pas. Donc les constructeurs en général, ils donnent ce seuil, donc ça veut dire que si I, l'intensité de courant est égale, je dis n'importe quoi, 10 milliampères, donc quand vous êtes dans un circuit, donc la diode va s'ouvrir de façon autonome en fonction de ses propres lois internes. À partir d'un certain seuil, donc c'est une condition, c'est une fonction de garde, à partir de laquelle on peut s'ouvrir ou se fermer. Si je dépasse ce seuil, j'ouvre et le courant passe, et j'alimente bien sûr le circuit qui va être en général connecté à cet élément fondamental dans des circuits électroniques. Dans le cas contraire, il va bloquer. Ça, c'est un exemple d'un système physique autonome. Alors, pour la notion de non autonome, ça veut dire qu'il va dépendre de quelque chose extérieur. Donc, le réseau de Petri non autonome décrit le fonctionnement d'un système dont l'évolution est conditionnée par des événements externes. Donc, ici, je donne un exemple. Donc, état d'arrêt, état de marche. Donc, ça peut être ce que vous voulez. Et après, vous avez sur les transitions ces conditions. Ordre de démarrage, ordre d'arrêt. Lorsque je dis ordre, ça veut dire qu'il y a une commande extérieure qui intervient pour pouvoir donner l'ordre à faire telle ou telle chose, de façon générale. Et après, vous considérez le champ d'application que vous êtes en train d'étudier, que vous êtes en train d'imaginer, et conception, et modélisation. Donc, la même chose peut-être ici, on parle de système non autonome. Dans le domaine électronique aussi, on parle de transistors commandables, thyristors commandables. Ça veut dire que ces éléments d'électronique ne s'ouvrent pas de façon autonome en fonction de leur propre loi interne, mais en fonction d'un événement externe, une commande. Donc, on va imposer la commande à l'instant tel et va obligatoirement s'ouvrir pour passer justement d'un mode de fonctionnement à un autre. Donc, on peut donner donc cet exemple tout à fait légitime. Hein. Aussi des exemples ici, l'état du système est caractérisé par le nombre N1 l'instant initial, donc nombre de marquages dans la place P1, puis après le nombre N2 à l'instant initial, le nombre de marquages dans, par exemple, la place P2. Donc après, l'opération se fait d'une manière ou une autre et nous aurons comme résultat donc le résultat de l'opérateur à l'instant final, c'est le nombre de marquages dans la place, par exemple, P3. Donc, tout dépend de ce que nous avons au niveau de la place P1, P2 et ces marquages, ils ont une signification, comme j'ai dit, toujours en fonction de l'application qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train d'analyser. Maintenant, on essaye de donner un certain nombre de réseaux aussi de Petri particuliers. Parfois, on rentre dans le détail, parfois, on ne rentre pas dans le détail, mais ça reste quelque chose de fondamental pour les étudiants qui veulent vraiment continuer et pour qu'ils puissent se spécialiser dans le domaine réseau de Petri, système à événements discrets, et donc aller vers la commande via ces modèles qu'on est en train de développer. Donc, la première, par exemple, la notion qu'on peut rencontrer dans la littérature, c'est graphe d'état. C'est quoi un graphe d'état? Donc, un réseau de Petri non marqué est un graphe d'état, c'est seulement si toute transition a exactement une seule place d'entrée et une seule place de sortie. Donc, lorsqu'on parle de graphe d'état, on raisonne par rapport à la transition. Le raisonnement se fait sur la transition. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, ce réseau de Petri non marqué est un graphe d'état si toute transition a exactement une seule place d'entrée et une seule place de sortie. Donc, je donne ici quelques exemples pour être plus simple, pour simplifier la tâche de compréhension. Donc, ici, on voit bien que
Donc, comme j'ai dit, il faut raisonner sur la transition. Donc, une place d'entrée, une place de sortie. Donc, lui, il représente quand même un graphe d'état. Bon, un graphe, c'est un sous-graphe. En général, ici, ça n'a pas une vraie signification. En général, on travaille sur un modèle beaucoup plus compliqué, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un certain nombre de places qui représentent des activités, des ressources et bien sûr des événements qui viennent influencer l'évolution du système donné. Donc, j'ai fait un croix sur l'un et sur l'autre, ces deux-là, tout simplement parce que ça respecte pas cette condition nécessaire et suffisante. Ça veut dire, on parle toujours de réseau de Petrie, mais j'ai pas le droit, par exemple, pour ce cas-là et ce cas-là, de parler de graphe d'état. Parce que pour le premier cas, nous avons au moins deux places à la sortie de cette transition. Et ici, j'ai deux places entrantes par rapport à cette transition. Alors ici, il s'agit bien d'un graphe d'état marqué, parce que comme j'ai dit toujours, il faut raisonner sur la transition. Par exemple, cette transition, on n'a qu'une seule place d'entrée, une seule place sortie. La même chose pour les trois autres transitions. On rencontre aussi dans la littérature, donc, que ce soit dans le domaine automatique ou informatique, c'est la notion de graphe d'événements. Donc, un réseau de Petrie est un graphe d'événements si seulement si chaque place possède exactement une seule transition d'entrée et une seule transition de sortie. Donc, tout à l'heure, pour le graphe d'état, nous avons raisonné et le raisonnement se fait au niveau par rapport à la transition. Maintenant, pour le graphe d'événements, c'est plutôt par rapport à la place. Donc, une place, une entrée, une sortie, une seule transition, une seule transition à la sortie. Donc, deux exemples illustrant la chose. Vous avez une place, une transition à l'entrée, une transition à la sortie. Donc, on peut qualifier ce réseau de Petrie comme étant un graphe d'événements. Ici, on ne peut pas le qualifier tout simplement parce que par rapport à cette place, nous avons au moins deux transitions entrantes. Donc, il s'agit bien d'un réseau de Petrie, donc attention, mais il ne s'agit pas d'un graphe d'événements. Donc, voilà, donc rapidement, pour distinguer entre ces deux notions, graphe d'état, graphe d'événement, graphe d'état raisonné par rapport à la transition et graphe d'événement raisonné par rapport à la place. On parle aussi de graphe sans conflit. Ça veut dire quoi? Donc, la définition dit qu'un réseau de Petrie sans conflit ou conflit structurel. Donc, parfois dans des bouquins, des références, on trouve un réseau de Petrie sans conflit. Mais on verra que ce conflit peut être étendu en conflit structurel effectif et non effectif. Donc, on va le voir peut-être dans cette même séance. Donc, est un réseau dans lequel chaque place a en plus une transition de sortie. OK. Donc, pour simplifier les choses, toujours avec les exemples, ça devient plus simple. Donc, ici, il n'y a pas de conflit, mais ici, il y a un conflit. Pourquoi? Parce que, par exemple, la place P1, nous avons un premier choix et un deuxième choix. Donc, il y a deux transitions. Donc, parce que d'après la définition, donc dans lequel chaque place a au plus une transition de sortie. Donc, ici, il y a pour chaque place une seule, mais ici, pour cette place P1, vous avez en moins, donc plutôt, vous avez deux transitions à sa sortie. On parle aussi de réseau de Petrie à choix libre. Donc, il existe deux définitions qui sont distinguées par les applications choix libre et choix libre étendu. Donc, un réseau de Petrie à choix libre est un réseau de Petrie dans lequel, pour tout conflit, donc on peut noter le conflit par cette notation P1, puis après vous avez T1, T2 pour dire que à partir de la place P1, je peux franchir T1 comme je peux franchir T2. Mais on le dit tout le temps, pour régler ce problème en général dans le domaine de la conception, on choisit, on tranche, soit T1, soit T2. On ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, aucune des transitions T1, T2 ne possède une autre place d'entrée que P1. Donc, voilà ce que ça veut dire un réseau de Petrie à choix libre. Dans le cas étendu, cette condition n'est pas satisfaite, si je veux dire. Donc, un réseau de Petrie à choix libre étendu est tel que pour tout conflit,
nous avons un conflit, toutes les transitions T1 et T2 ont le même ensemble de places, d'accord, d'entrée. C'est-à-dire que si T1 a pour place d'entrée P1 et P2, alors T2 a aussi les mêmes places d'entrée P1 et P2. Voilà, donc avec des exemples. Donc, là, ici, c'est juste une reformulation, donc autrement. Donc, un réseau de Petri à choix libre, si seulement si les transitions de sortie de tous ces conflits n'admettent qu'une seule place d'entrée. Donc, ça, c'est clair. Donc, ici, choix libre ou pas. Donc, ici, on est dans le cas choix libre. Ici, puisque pour cette transition, par exemple, vous avez la place P1 et P2, donc n'est pas libre. Donc, voilà deux exemples concrets qui montrent le cas de choix libre ou pas. Le cas choix libre étendu, donc un réseau de Petri dit à choix libre étendu, si et seulement si les transitions de sortie de celui-ci admettent les mêmes places d'entrée. Ok, ça veut dire ici choix libre étendu ou pas. Donc ici c'est un choix libre étendu parce que la transition T2 et la transition T3 acceptent, on va dire, les mêmes places au niveau de l'entrée, qui sont P2 et P3. Parce que P2 et P3 représentent les places entrantes de T2, mais aussi ils représentent des places entrantes pour T3. Voilà, c'est un exemple simple qui explique cette différence de choix libre étendu ou pas. On parle aussi de réseau de Petri simple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un réseau de Petri dans lequel chaque transition ne peut être concernée que par un conflit au plus. Voilà, ok. Donc, on le voit ici que ce réseau de Petri n'est pas simple. Tout simplement, par exemple, ici, il est concerné par deux conflits. Il y a un premier conflit et un deuxième conflit. Donc, je pense que c'est clair. Donc, parce que c'est un réseau de Petri dans lequel chaque transition ne peut être concernée que par un conflit au plus. Ça veut dire un seul. Donc ici, je vois que T2 intervient dans le conflit relatif à P1, puisque P1 elle peut aller vers T2 et T3, et aussi par rapport à la place P5, pour laquelle le franchissement peut être soit en passant par T1, soit en passant par T2. Autrement, un réseau de Petri est simple si seulement si toutes ces transitions n'interviennent que dans un seul conflit au maximum. Donc, si les transitions interviennent que dans un seul conflit, euh, bien sûr, donc on parle d'un réseau de Petri simple. Aussi, il y a la notion de réseau de Petri pur. Donc, un réseau de Petri pur est dit pur si seulement si s'il existe, s'il n'existe pas, deux transitions et une place d'entrée qui est aussi place de sortie. Donc ici, on parle d'un réseau de Petri impur, tout simplement parce que pour les deux exemples, nous avons par exemple la place, donc la transition T3, donc qu'est-ce qui est là comme place? Et là, comme place bon, d'entrée, donc on a cette place P3, mais cette place P3 qui représente une place d'entrée représente aussi une place de sortie. Donc il s'agit bien d'un réseau de Petri impur d'après cette définition. La même chose, on peut le voir sur cet exemple, la T4, pour laquelle nous avons la place P4 qui représente à la fois une entrée et une sortie, donc il s'agit d'un réseau de Petri impur. Si je rappelle une propriété relative à la transformation d'un réseau de Petri impur en un réseau de Petri pur, donc tout réseau de Petri impur peut être transformé en un réseau de Petri pur, justement en utilisant certaines modifications. Donc, quand vous modifiez, ça devient parfois compliqué, mais l'essentiel, c'est qu'il y a toujours possibilité de faire ce travail. Certes, ça va être peut-être coûteux donc, parce que si vous traduisez ça d'un point de vue électronique, ben, j'aurai plus de composantes dans le cas réseau de Petri pur ici que par rapport au réseau de Petri impur ici. Mais parfois, on est obligé de rester dans le cas impur parce que d'un point de vue simplification de modélisation et de sa lecture, ça devient plus simple.
Donc ici, j'ai fait donc une récapitulation de ce que nous avons vu. Donc ici, le P-Trinity is state graph and event graph and conflict free. Donc les graphes d'état, graphes d'événements, puis avec conflit ou sans conflit. Donc ici, on voit bien le cas avec conflit. Ici, le cas sans conflit. La même chose pour le plutôt, ici, on parle de graphe d'état. Donc, le graphe d'état, et on a dit que c'est par rapport à la transition. Donc, one can find, et ici, cannot find. Donc, le cas graphe d'état, le cas non graphe d'état. La même chose ici. Donc, on a dit qu'ici, c'est graphe d'état, ici n'est pas graphe d'état. Ici, graphe d'événement, ici n'est pas graphe d'événement. Et ici, avec conflit ou sans conflit. Donc, ici, avec conflit, et ici, sans conflit. Donc, le choix libre, free choice, donc après le cas réseau de Petri simple et réseau de Petri pur. Donc ici, c'est un réseau de Petri, on va dire pur, et ici un réseau de Petri impur, puisqu'il contient, donc, que ce soit le premier ou le deuxième, une transition pour laquelle vous avez une place qui représente à la fois une entrée et une sortie. Quelques extensions, surtout le réseau de Petri généralisé que nous avons déjà vu. Donc, on essaie de le rappeler encore une fois. Comme ça, on n'aura peut-être pas de difficulté par la suite parce qu'à chaque fois, on va rencontrer ces réseaux de Petri généralisés. Donc, c'est un réseau de Petri dans lequel les poids sont associés aux arcs. Ça veut dire que sur les arcs, nous n'avons pas que 1, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, le nombre de jetons dépend à consommer ou à produire dépend bien sûr de ce qui est comme valeur sur l'arc. Et cette valeur représente bien sûr le poids de l'arc. Donc, tout réseau de Petri généralisé peut être transformé en un réseau de Petri ordinaire. Malheureusement, ce type de transformation, bien que possible, engendre souvent une grande complexité. Donc, on le voit sur l'exemple. Donc, vous avez un réseau de Petri généralisé qu'on peut bien sûr manipuler, analyser, puis faire une conception plus rigoureuse. La transformation d'un réseau de Petri, on va dire, généralisé à un réseau de Petri simple, ordinaire, discret, euh, donc engendre en gros cette complication au niveau de la lecture et bien sûr, comme la remarque de tout à l'heure, on a des composantes de plus, donc en termes de coût, ça coûte plus cher, sa conception, sa fabrication. Comment je vais juste mettre l'alimentation. Alors, on parle aussi d'une autre structure, c'est le réseau de Petri à capacité. Donc, capacité, ça veut dire la valeur à partir de laquelle la place ne peut pas accepter d'autres jetons, si vous voulez dire, donc, comme définition. Donc, la définition classique donc, dit qu'il s'agit d'un réseau de Petri dans lequel des capacités sont associées aux places. Le franchissement d'une transition d'entrée d'une place PI dans la capacité est notée cap de PI n'est possible que si le franchissement ne conduit pas à un nombre de jetons ou de marques dans PI qui est plus grand que la cap PI ou la capacité de PI. On ne peut pas de toute façon aller au-delà de cette capacité qui caractérise la place PI. En termes de propriété, donc tout réseau de Petri à capacité peut être transformé en un réseau Petri ordinaire. Donc, vous voyez que nous avons toujours la possibilité et le droit d'ailleurs de transformer n'importe quel réseau de Petri, n'importe quelle structure de réseau de Petri en une autre structure de réseau de Petri et notamment un réseau de Petri ordinaire. Donc ici, vous avez un exemple que, en général, quand vous êtes en train de travailler sur un réseau de Petri de ce type, donc ça c'est un sous-système, donc vous voyez
soit cette notation à côté de la place qu'on essaye de la caractériser par sa capacité, donc on note sa capacité juste à côté. Après, on a la possibilité, donc ici, si on franchit par exemple T1 une première fois, donc on aura comme marquage de 1. Une deuxième fois, on essaie de franchir T1 aussi et on aura comme marquage 1 et 2. Et puisque la capacité de cette place est bien 2, donc on ne peut pas franchir une troisième fois T1. D'accord? Donc voilà ce que ça veut dire. Donc il s'agit tout simplement d'une limitation de marquage sur la place en question. Donc ici, j'ai mis l'équivalence, donc la transformation pour passer de ce type de réseau de Petri caractérisé par la capacité de la place, d'une place donnée à un autre réseau de Petri ordinaire avec toujours l'ajout, l'addition d'une place de plus ici. Donc, on a changé la structure, mais le fonctionnement reste le même. Donc, si vous passez, par exemple, de ce réseau de Petri, par exemple, en franchissant T1 pour arriver à ce mode de fonctionnement, on aura 2, 1, 1. Puis après, une deuxième fois, on va franchir T1, sachant que le franchissement T1 sollicite la consommation d'un jeton de la place P1, d'un jeton de la place qu'on vient de rajouter P2'. Donc, on aura 2, 1, 1. Ensuite, pour la deuxième franchissement, on aura 1, 2, 0. Et donc, on ne peut pas franchir une deuxième fois. Donc, la capacité de P2 reste toujours est égale à 2, comme le cas classique. Aussi, il y a la notion de réseau de Petri coloré. C'est une notion aussi importante, utilisée surtout lorsqu'on a des similitudes de fonctionnement de quelques systèmes qui représentent le système global. Donc, le réseau de Petri coloré comporte des marques auxquelles on attribue des couleurs, donc colorées, donc des couleurs qu'on attribue, bien évidemment, pour ces marquages. Donc, il constitue une classe de réseau dont la perception intuitive est moins évidente que pour les réseaux de Petri généralisés et les réseaux de Petri à capacité. Donc, il présente un grand intérêt pour modéliser certains systèmes complexes. Donc, je donne ici l'exemple d'un chariot qui se déplace d'un point B, LB à un point RB, et un autre chariot qui se déplace, ou un robot, donc si vous voulez. Donc, et ces robots en général, si on donne ces exemples, c'est pas pour dire que juste un déplacement d'un point A à un point B, mais plutôt parce qu'il y a derrière un côté logistique, et si on sollicite certains robots, bah, c'est pas pour faire des allers-retours, mais plutôt pour ramener des produits qui sont par exemple traités à ce niveau-là, ils vont être posés à ce niveau-là pour continuer leur chemin de production. Donc, mais juste pour simplifier la tâche d'aller-retour. Donc, ici, on va considérer que cette partie. Mais plutôt pour montrer l'utilité de l'utilisation de ces réseaux de Petri colorés. Donc là, on choisit la couleur black wagon et gris wagon. Donc, vous connaissez mieux que moi la modélisation d'un chariot qui fait un aller-retour entre deux points, point A, point B. En général, nous avons des capteurs qui sont installés à ces deux points qui vont nous envoyer un signal comme quoi le chariot est arrivé au point tel ou tel. La même chose pour le chariot. Ok, donc côté modélisation, donc dit simple. Donc vous avez déjà vu les graph sets, donc qui sont un cas particulier en gros de réseau de Petri. Donc vous avez l'action, la réceptivité, donc les capteurs, les actions au niveau des places et les capteurs au niveau de réceptivité, c'est au niveau des transitions. Donc le principe reste presque le même. Reste juste à faire cette
cette proposition pour intégrer à la fois le modèle 1 et le modèle 2 dans un seul modèle, pour simplifier finalement. Et utiliser des couleurs, donc pour distinguer bien sûr entre le black wagon et le green wagon. Donc, le wagon se déplace moving to the right, donc il se déplace dans ce sens vers la droite. Et ici, vous avez en général un capteur. Une fois le capteur capte la présence du wagon, donc il va le renvoyer et donc on va franchir cette transition pour que le wagon se déplace dans le sens inverse. Et une fois arrivé à ce niveau-là, donc il va retourner à son état initial puisqu'au départ, elle était ici. Donc, il revient à son état initial. Donc, ça, c'est le modèle. La même chose pour le modèle 2. Et finalement, on peut intégrer les deux. Et donc, on a une relation d'équivalence entre soit utiliser les deux, soit utiliser un seul. Bon, parfois, on a un problème de communication. Donc, vous avez la possibilité de faire communiquer deux réseaux de Petri en utilisant donc par exemple la place PI de réseau de Petri 1 qui va communiquer l'information à la transition TJ du réseau de Petri 2 et ainsi de suite. Le principe reste toujours le même. Sinon, on peut avoir un modèle équivalent de ce type, en précisant bien sûr la couleur, ici black et green, avec comme notation entre deux crochets B et G. Et on va dire l'état est représenté de la même manière, sans préciser ici la couleur, soit on précise les couleurs. Ici, wagons moving to the right, donc les deux, bien évidemment, se déplacent à droite. Et on va bien sûr mettre les conditions et logiquement sur le logiciel, donc on voit bien l'animation bien claire que théoriquement. Mais vous imaginez bien que quand B est arrivé, donc on a une activation, donc ça va s'allumer, etc., etc. Donc l'essentiel, c'est de montrer que parfois utiliser un réseau de Petri coloré, c'est plus simple, plus simpliste, et donne un modèle parfois lisible au lieu de compliquer avec faire de la redondance, etc. Il faut être simple. Aussi, nous avons les réseaux de Petri à arc inhibiteur. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, un arc inhibiteur est un arc orienté qui part d'une place pour aboutir à une transition. Son extrémité est marquée par un petit cercle. Donc, la présence d'un arc inhibiteur entre une place PI et une transition TJ signifie que la transition TJ n'est validée que si la place PI ne contient aucun jeton. C'est le contraire de la place, on va dire, reliée à un arc normal. Flèche, en gros. Parce que l'arc inhibiteur, c'est un arc qui n'a pas vraiment à sa tête une fléchette, mais plutôt un rond. Et ce rond, comme le cas, non. Donc, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer ou non. En tout cas, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce qui est. Si c'est vrai au niveau place, ça veut dire que c'est faux au niveau de la fin de la transition. Ça veut dire si je veux franchir la transition relative à cet arc ou bien reliée à la place en question par un arc inhibiteur, donc le franchissement ne peut se faire que si la place n'a pas de jeton. Donc, c'est un petit peu cela. Donc, le franchissement de la transition TJ consiste à retirer un jeton dans chaque place située en amont de la transition, à l'exception de la place PI, et à ajouter un jeton dans chaque place située en aval de cette transition relative à cet arc inhibiteur. Des exemples, toujours avec des exemples qu'on comprend mieux. Donc ici, not enabled, donc ça veut dire que c'est pas possible, je peux pas franchir cette transition. Donc, vous voyez comment
on représente l'arc inhibiteur avec un petit rond ici. Donc ici, on ne peut pas franchir tout simplement pas parce que j'ai pas de jeton ici, mais parce que j'ai pas de jeton dans le cas simple. Parce qu'ici, je dois ne pas avoir de jeton pour franchir, à condition qu'il y ait ici un jeton. Ici, on ne peut pas franchir aussi. Pourquoi? Parce que j'ai un jeton. Même si j'ai ici un jeton, mais ici j'ai un jeton. Et le fait que j'ai un arc inhibiteur, et il doit obligatoirement y avoir une place à son amont vide. C'est le cas, bien évidemment, ici. Donc, le franchissement ne peut se faire que dans ce cas-là. Bien sûr, franchissement de cette transition. Donc, arc inhibiteur, la place reliée ne doit pas contenir donc de jetons. Et bien sûr, la place qui va avec pour justement franchir doit avoir suffisamment de jetons. Et comme ça, je peux franchir et je vais simplement produire un jeton au niveau de la place P3 qui est la place sortante de T1. Ici, vous avez un exemple aussi classique. Donc, vous avez une administration qui fait entrer 10 clients. Donc, administration, ça peut être banque, ça peut être, je ne sais pas moi, une commune. Donc, justement, l'objectif, c'est de réguler le flux des gens qui arrivent, les clients qui font des entrées et des sorties. Donc, une administration fait entrer des clients, puis ferme la porte d'entrée avant de commencer le service. Au fur et à mesure qu'ils sont servis, les clients sortent par une autre porte. La porte d'entrée ne sera rouverte que lorsque tous les clients qui étaient entrés sont sortis. Donc, vous avez ici Customer Entering. Donc, vous avez la porte ici s'ouvre, l'ouverture de la porte. Donc là, on voit bien que vous avez un réseau de pétri impur, mais ça règle énormément du problème. Donc ici, cette place représente le nombre des clients qui attendent, hein, d'accord? Et donc vous avez ici la condition de franchissement et l'arc inhibiteur qui va nous permettre d'ouvrir plutôt pour une deuxième fois la porte une fois les clients, bien sûr, sortent. Et comme ça, on va garder un certain nombre de clients qui ne doit pas de toute façon dépasser la limite ou la capacité de cette administration. C'est un réseau de Petri qu'on peut bien sûr implémenter dans des automates qui permettent l'ouverture et la fermeture, bien sûr, des portes, tout en calculant le nombre de clients qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cette séance. Donc la séance prochaine, on va parler d'un certain nombre de propriétés relatives au réseau de Petri qu'on va justement analyser. Puis, une fois faire cette analyse, on essaye de faire la validation avant de faire l'implémentation finale de notre réseau de Petri proposé. Donc voilà, je dis merci pour votre attention et à la prochaine fois.